Donc maintenant, revenons à l'exploitation artisanale. Mais est-ce que ce secteur-là, c'est un secteur que vous pouvez dire sans crainte que c'est un secteur qui est en voie de contrôle? Ah oui, l'orpaillage aujourd'hui, l'exploitation artisanale est un secteur qui échappe presque totalement au contrôle de l'État. Le nom par lequel on appelle les exploitants artisanaux déjà en dit long. On les appelle les clandos, c'est-à-dire les clandestins. D'accord. Ça veut dire que c'est un secteur, c'est un domaine qui évolue en toute clandestinité. Voilà, c'est de l'informel pur et dur. Mais ce secteur, vous serez surpris d'apprendre aussi que c'est environ 80 tonnes d'or qui tournent autour de nous. C'est sans aucun contrôle de l'État. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait aussi plus de 2500 milliards, environ 3000 milliards de francs CFA. Et c'est pourquoi Fer Mali croit fermement que la souveraineté économique du Mali passera forcément par le contrôle et la formalisation du secteur aurifère artisanal. C'est-à-dire quand on réussira à faire de l'artisanat minier un domaine formel, quand on arrivera à former nos orpailleurs, quand on arrivera à créer des couloirs d'orpaillage sécurisés, quand on arrivera à créer des comptoirs d'achat d'or, quand on arrivera à créer des mécanismes qui feront que l'exportation de l'or se fera de façon transparente, le Mali s'en sortira à coup sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu la quantité d'or qui est vendue sur le marché du Dubaï au nom du Mali, c'est déjà au-delà des 60 tonnes d'or. Alors qu'à l'exportation ici à la douane, quand vous regardez, quand vous questionnez les différents documents de la douane, vous ne verrez pas plus de 6 tonnes qui sont sortis du Mali. Vous voyez le gap entre 6 tonnes ici à Bamako, à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou, et les 60 tonnes à l'accueil à l'aéroport de Dubaï. Vous verrez un gap de 55 tonnes. Mais est-ce que ça n'est pas un problème de contrôle sécuritaire au niveau avec nos autorités? Évidemment, il y a ce problème aussi. Il y a ce problème aussi. C'est pourquoi nous avons parlé tantôt du mécanisme pour être en mesure de créer une transparence autour de l'exportation de l'or. Mais au-delà de ça, il y a la fiscalité aussi qu'il faut questionner, parce que selon nos études au niveau des comptoirs d'achat, nous avons un partenaire stratégique, des partenaires stratégiques j'allais dire, et nous avons vu que l'or est surtaxé. Les exportateurs d'or demandent à ce qu'on ait un regard spécifique par rapport à cette matière qui a aussi sa spécificité, parce que c'est pas une matière qui a un seul acheteur qui va payer à la base pour l'exporter, mais c'est vraiment toute une chaîne d'acheteurs qui interviennent. Donc, à un certain niveau, vous vous retrouverez dans un chemin de surtaxation qui obligera les uns et les autres à être tentés vers ce qui n'est vraiment pas orthodoxe. Donc, nous avons vraiment demandé aux autorités de voir un peu à la baisse les différentes taxes relatives à l'exportation de l'or pour que nos Maliens qui font l'exportation puissent être vraiment amenés à déclarer en tout cas toutes les quantités qu'ils exportent. Aussi de faire en sorte que dans les différents cordons douaniers qu'il y ait des mécanismes de contrôle suffisamment rigoureux, parce qu'au-delà de l'argent qu'on gagne en termes de fiscalité, c'est aussi le poids politique et économique du pays qui est en jeu. Parce que quand on arrive à mettre la main sur toute cette quantité d'or qui nous échappe, c'est sûr que le Mali se retrouvera premier ou deuxième africain, et puis aussi le Mali sera dans le top des 10 premiers au monde. Vous voyez ce que ça fait en termes de renforcement de la balance économique du Mali, et c'est toute la chaîne de l'économie nationale qui se retrouvera régaillardie par en tout cas ce potentiel-là. Voilà. Donc nous pensons bon, maintenant, ça revient est-ce que... Mais qui sont les acheteurs de l'exploitation artisanale?
Oui, comme je l'ai dit, c'est toute une chaîne. Hein. C'est toute une chaîne du damas, c'est-à-dire les zones d'orpaillage. Il y a les collecteurs qui circulent dans les damas, ils sont les premiers acheteurs. Et ils collectent souvent, ils n'ont pas d'argent. Souvent, ils collectent pour quelqu'un qui est au village, qui est le comptoir informel. Et ils amènent auprès de ce dernier qui paie l'argent. Souvent, lui aussi, il n'est pas l'acheteur, mais il est celui il est comme voilà, lui, il prend l'argent de quelqu'un qui est au niveau local, qui est dans le cercle, qui est le vrai comptoir. Et lui, il le reverse à celui-là, il ajoute un peu de son bénéfice là-dessus. Et celui-là aussi, tu trouveras qu'il est le comptoir local, mais il y a le bailleur qui est à Bamako, qui est vraiment le comptoir d'or réel. Au Mali, on nous a dit, quand vous faites une petite recherche documentaire, vous verrez qu'il y a environ une centaine de comptoirs à Bamako. Mais en réalité, c'est plus de 500 comptoirs qui échappent à tout contrôle de l'État. Donc, ces comptoirs là qui sont à Bamako, et c'est eux qui achètent maintenant, qui mettent à la disposition de quelques exportateurs. Maintenant, c'est cette exportation qui pose beaucoup de problèmes sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la réglementation en vigueur, sur le plan de l'organisation même du travail, sur le plan de la transparence par rapport à l'exportation. Ça pose énormément de problèmes et de manque à gagner pour l'économie nationale. Certains se sont amusés à évaluer ça et ça nous a donné vraiment des sommes qui sont très importantes. Ça se chiffre à coût de beaucoup de milliers de milliards. Voilà. Il y a eu un moment donné de cela, j'ai déjà visité ces endroits d'exploitation artisanale. L'image qu'on retient des zones comme ça, c'est qu'on capte cette image de l'ouvrier exploitant et qui ne bénéficie pratiquement pas des retombées de l'or qu'il exploite. Parce qu'il l'exploite sur le terrain, il le vend sur le terrain et les sous qu'il gagne après la vente, il est obligé de les utiliser pour sa survie. Parce que c'est pratiquement, il y a un mode de vie et pratiquement c'est des demi-villages qui sont installés dans ces zones d'exploitation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que... Non, c'est évident. C'est évident. L'orpailleur et l'orpailleuse, parce qu'on ne parle pas beaucoup des femmes, mais il y a aussi des femmes qui sont oubliées dans cette matière. Il y a l'orpailleur et l'orpailleuse avec les populations maliennes sont les plus perdants. Parce que pour faire de l'exploitation artisanale, vous mettez un temps, souvent, pour pouvoir mettre la main sur la ressource. C'est vrai qu'il y a des zones où l'or, on le ramasse à ciel ouvert, mais il y a des zones où il faut creuser pour arriver au minerai. Donc, le temps d'investissement fait que les orpailleurs sont obligés de s'endetter. Parce que tout simplement, il n'y a aucun mécanisme d'appui et d'accompagnement. Donc, ils s'endettent. Et dans une surenchère économique extraordinaire, et ce qui fait qu'au moment où ils arrivent à mettre la main sur le précieux sésame, ça trouve qu'ils ont beaucoup dépensé. Maintenant, et ça trouve aussi qu'ils ont peu de liberté par rapport au choix du client. Parce que déjà, ils sont endettés, et même surendettés, donc le client met le prix qu'il veut. Et ils ne peuvent pas attendre. Donc, et puis le fait que l'argent qu'ils gagnent, ils sont dans l'informel. On les appelle les clandos, les clandestins. Donc ça veut dire que eux et même leurs ressources sont clandestinement gérées. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mécanisme d'accompagnement qui puisse, par exemple, leur dire que quand il y a des gens qui banalement tombent sur 10 kilos d'or, c'est arrivé des fois que les gens tombent sur 15 kilos, sur 20 kilos d'or. 1 kilo d'or, c'est les 33, 34 jusqu'à 35 millions de francs CFA. 10 fois ça, mais c'est 300 millions quand même. Quelqu'un qui a 300 millions tout de suite, qui est considéré comme un clando, un clandestin, qui n'a aucune mesure d'accompagnement, aucun encadrement, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va déposer l'argent et puis le bousiller. C'est ce qu'on voit, on observe dans toutes les zones d'orpaillage. Donc nous voulons que l'État crée les conditions d'un accompagnement, en tout cas faire Mali se bat pour ça, pour que ces orpailleurs puissent en amont avoir des mécanismes d'appui et d'accompagnement et d'abord formaliser leur métier et en faire vraiment un secteur formel et faire en sorte que quand ils vont réussir à mettre la main sur la ressource qui est l'or et les ressources financières qui en découlent puissent avoir des moyens de placement dans l'économie nationale pour que
n'est pas les aider à investir dans d'autres domaines, être orpailleur et avoir un champ moderne ici, être orpailleur et investir dans le sport, être orpailleur et investir dans les actions d'une entreprise, être orpailleur et pouvoir investir dans les actions d'une banque, entre autres, et par jour, c'est des centaines de millions qui sont obtenus par les orpailleurs au Mali. C'est ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tout cet argent-là est utilisé dans le noir. C'est utilisé dans le noir et ça échappe à tout système économique formel, ce qui est vraiment regrettable, ce qui est très regrettable pour notre pays. Oui, c'est ça. Il y a quelque temps, vous avez créé une initiative que vous avez dénommée Mali Sanouko. Quel est l'objectif de cette initiative? C'est dans quel cadre? Oui, Mali Sanouko est parti d'une réflexion avec les différentes organisations d'orpailleurs du Mali et même d'autres exploitants industriels, y compris les acteurs de la Chambre des mines du Mali, avec lesquels nous nous sommes dit que le pays traverse une situation très difficile, qui est le résultat de l'engagement de nos autorités à faire en sorte que le Mali recouvre sa dignité et son honneur qu'il avait perdu depuis longtemps. Le combat pour la souveraineté de notre pays a conduit les autorités actuelles à prendre un certain nombre de décisions courageuses qui ont conduit à des sanctions. Donc, face à cela, nous nous sommes dit que nous qui sommes en train d'exploiter la ressource la plus stratégique de notre pays, nous devrions en tout cas apporter notre contribution à l'effort de guerre, sinon à l'effort de résistance nationale. C'est cette idée qui a été partagée avec beaucoup de structures dont je citerai le nom de quelques-uns. Il s'agit de la FEMIMA, la Fédération des femmes minières du Mali. Il s'agit de la Chambre des mines, bien entendu, qui est la maison mère, dont le président nous recevra même demain pour apporter en tout cas son punch à ce élan patriotique. Il y a aussi la FENOM, la Fédération nationale des orpailleurs du Mali. Il y a la Confédération des sociétés coopératives d'orpailleurs du Mali. En tout cas, l'association, la coordination aussi pour la défense des orpailleurs. Et l'association DRAG nationale, FER Mali bien sûr. L'UROM, l'Union des radios pour l'orpaillage et mines du Mali. L'UCROM, l'Union des comptoirs et raffinés d'or du Mali. Et toutes les organisations qui sont autour de cette activité, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé à partir du 26 de ce mois de collecter un peu d'or et d'argent dans toutes les zones d'orpaillage pour l'apporter aux plus hautes autorités de notre pays comme contribution à l'effort de guerre. Donc voilà comme ça que l'initiative Mali Sanouko est née et il est bon à savoir que toutes les ressources collectées seront totalement et intégralement versées à l'autorité de tutelle qui est le ministère des Mines. Toutes les dépenses de fonctionnement seront prises en charge par la coordination nationale. Mais il n'y aura aucun sou qui sera dépensé sur les fonds collectés. Mais quelles sont les actions même que le gouvernement, les efforts que le gouvernement même consent à fournir avec vous? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement vous accompagne, la transition actuelle? Oui, bien sûr. Le gouvernement, nous avons d'abord le premier acte salutaire du gouvernement de la transition, c'était de recevoir le manifeste pour la souveraineté économique du Mali. C'est un document que nous avons élaboré qui consiste en quelques points, qui va à l'interdiction de l'exportation de l'or brut et aussi qui exige que les personnels expatriés qui ont plus de 2 ans au Mali soient remplacés par les nationaux, qui exige qu'il y ait des mécanismes de formation au niveau des sociétés minières pour que même dans les domaines où on peut être en insuffisance de ressources au niveau national, que les expatriés qui viennent chez nous puissent former des Maliens qui les remplacent comme stipulé dans la loi en la matière. Et puis au-delà de ça, que les entreprises maliennes soient intéressées jusqu'à hauteur de 80% dans les dépenses d'exploitation de l'or du Mali. Aussi le contenu local, c'est-à-dire toutes les actions de développement communautaire que les sociétés minières vraiment laissent des traces sur le plan du développement durable des zones, en tout cas aurifères du Mali. Voilà entre autres des points qui sont contenus dans le manifeste pour la souveraineté économique du Mali, qui à terme permettra au Mali de se doter de moyens à même de prendre en charge le budget national sans aucun franc d'aide budgétaire. Parce que ce que FER Mali n'arrive pas à comprendre,
c'est qu'un pays aussi riche que le Mali, qui a été en tout cas une partie de l'Empire qui était la première puissance économique au monde au Moyen-Âge, et duquel est sorti l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, qui est Mansa Kankou Moussa, et que nous nous traînons derrière les pays les plus pauvres, et que nous soyons considérés à la limite comme un pays mendiant, un pays qui ne peut rien faire sans l'aide extérieure. Nous pensons qu'il faut arrêter avec ce système, il faut se focaliser sur nos ressources, il faut faire en sorte que le potentiel minier que nous avons dans notre pays soit transformé en levier de croissance réelle pour que nous puissions assurer notre souveraineté économique. D'accord, M. Traoré. Donc, Fermali, c'est vraiment, Fermali mène un combat vraiment qui en vaut la peine. Mais est-ce que au niveau, sur le plan de la société civile, est-ce que vous avez le soutien, est-ce que vous avez vraiment un accompagnement ou une compréhension vraiment des populations en fonction de ces luttes-là? Oui, c'est le lieu de saluer vraiment l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Depuis qu'on a commencé ce combat, nous avons, juste au début, eu des difficultés de faire accepter aux Maliens que nous sommes très riches. Parce que ce qu'on a toujours prêché, c'est que nous sommes pauvres. C'est ce qu'on a prêché, c'est ce qu'on a réussi à mettre dans la tête des Maliens et des Maliens, que nous sommes un pays pauvre, nous sommes un pays qui ne peut pas se prendre en charge, nous sommes un pays qui dépend de l'aide extérieure, et nous avons apporté un discours totalement contraire. Pour nous, nous sommes riches et très riches. Nous sommes l'un des pays les plus riches au monde. Et nous sommes un pays qui, banalement, peut se passer de l'aide et des financements extérieurs. Donc, il nous a fallu quelques mois pour pouvoir faire comprendre ça à travers les chiffres et puis à travers même notre histoire. Voilà. Donc, mais depuis que les Maliens ont compris ce message, Fermali a bénéficié vraiment d'un soutien populaire, et les plus hautes autorités aussi, à travers le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Sédou Traoré, ont eu vraiment une attention particulière à l'égard de Fermali. Récemment, notre invitation au CNT, notamment à la commission des finances, est une illustration parfaite de cette bonne collaboration entre nous et les autorités de la transition. Nous avons remarqué que tous les Maliens avaient mal de cette dépendance économique. Nous avons remarqué que tous les Maliens se posaient cette question: si nous sommes l'empire et le pays descendant du grand empire Songhai des Soni Alibert, si nous sommes les descendants des grands Sundiata, si nous sommes les descendants des Tcheba, des Babemba, des Firoun et j'en passe, mais comment est-ce que nous sommes tombés aussi bas? Et quelle peut être la solution pour nous permettre de nous relever et de vivre dignement sans dépendre en tout cas des autres? Donc c'est Fermali qui a apporté cette réponse, et la solution, c'est une exploitation juste et optimale de l'or du Mali, qui pourra nous donner les moyens, en tout cas, d'exploiter tous les autres leviers de notre économie nationale, pour enfin faire briller l'or du Mali pour les Maliens et assurer notre souveraineté économique et notre indépendance réelle. D'accord, M. Traoré, c'est vraiment super. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot, un appel à lancer aux Maliens? Moi, je demande aux Maliens de croire à notre pays. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays, ce ne sont vraiment pas des fables. Et nous sommes descendants de grands empires. Et nous sommes descendants de 10 plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Il s'agit de l'empire du Ghana, avec le Massa Kaya Makansissé, qui était l'empereur de l'or. Nous sommes descendants de l'empire du Mali. Le grand Mansa Moussa, dont le grand frère est Mandé Boukari Mansa Abouakar II, qui a découvert les Amériques avant Christophe Colomb. Nous sommes descendants du grand empire Songhai, qui a vraiment rayonné à travers le monde. Donc, nous ne pouvons pas nous considérer comme des sous-hommes ou des petits hommes ou des petites femmes. Nous sommes descendants des grands hommes, des grandes femmes. Il faut que nous réclamons notre grandeur et il faut que nous nous donnons les moyens d'imposer notre grandeur. Et cette grandeur, elle doit être d'abord soutenue économiquement, parce que quand tu ne peux pas te prendre en charge, tu ne peux pas réclamer et revendiquer le respect des autres. Nous nous demandons aux Maliens de se donner la main pour que l'or du Mali
puisse enfin briller pour les Maliens, pour que les entreprises nationales puissent émerger, que les sociétés minières industrielles maliennes puissent émerger, pour que leur paillage traditionnel puisse être formalisé, pour que l'or du Mali puisse donner suffisamment de ressources pour en tout cas animer le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'artisanat et tous les autres secteurs de notre économie nationale. Le Mali est un grand pays, nous sommes descendants de grandes femmes et de grands hommes. Notre grandeur, il faut que nous l'imposions, il faut que nous le réclamions. C'est le dernier mot. Et en plus, je demande à tous les Maliens et à toutes les Maliens de soutenir les autorités de la transition. Nous sommes vraiment dans la bonne direction, mais il faut que l'union nationale que nous avons besoin, le sursaut patriotique que nous avons besoin, c'est ce qui peut nous permettre vraiment de conduire le bateau Mali à bon port à la fin de cette transition. D'accord. Merci, M. Traoré. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre rubrique entretien avec M. Sori Ibrahima Traoré, qui est le président de Fermali. Nous sommes entretenus par rapport à la situation de l'or au Mali et toutes les questions se rapportant à la question de son exploitation. Merci beaucoup et nous nous retrouvons à la semaine prochaine. Merci.